Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Je suis Pauline, technopédagogue, et j'ai le plaisir de m'inviter dans vos oreilles pour que nous explorions ensemble des enjeux, des outils et des bonnes pratiques pédagogiques ou technopédagogiques. En tant que service d'appui à l'enseignement-apprentissage et à l'innovation pédagogique de la Haute École, le CDTP informe, sensibilise et outille la communauté éducative pour qu'elle s'approprie et prenne une part active à la transition numérique. Depuis nos studios, je vous accompagne dans ce podcast qui explore l'une des compétences clés du cadre de référence européen des compétences numériques des citoyens, l'évaluation des données, des informations et des contenus numériques. Nous allons avec mes invités explorer cette compétence méconnue et vous donner des outils et des conseils pour mieux l'appréhender. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le monde passionnant des compétences numériques avec les podcasts du CDTP. Aujourd'hui, nous rencontrons Martin Culot, formateur en éducation aux médias à Média Animation, et Marc André, conseiller technopédagogique au sein du CEGEC et de Média Animation. Bonjour Marc, bonjour Martin. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que votre rôle au sein de Média Animation ? Alors, tout d'abord, donc Marc-André, je suis instituteur de formation et maintenant détaché au sein du secrétariat général de l'enseignement catholique et de Média Animation où je suis conseiller technopédagogue. Donc, j'accompagne les écoles dans l'intégration du numérique au service d'apprentissage, mais aussi l'apprentissage du numérique dans les classes. Donc voilà, et j'ai participé pour le tronc commun à la rédaction des attendus pour FMTTN, formation manuelle technique, technologique et numérique. Martin Culot, moi je suis formateur en éducation aux médias et je travaille à l'ASBL Média Animation. Donc nous sommes une ASBL reconnue en éducation aux médias au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc très concrètement, on s'adresse aux enseignants, aux adultes sur la question de l'éducation média et cette incroyable question qui est de comment faire preuve d'esprit critique vis-à-vis de tous les médias qui nous entourent. Donc très concrètement, on propose des formations, on propose des outils pédagogiques et l'accompagnement des établissements scolaires par rapport à ces questions-là. Pourquoi est-ce important, selon vous, aujourd'hui, dans cette époque du numérique, de porter un regard critique sur l'information et les contenus en ligne ? Alors, la dimension critique, elle est assez centrale parce que c'est déjà quelque chose qui revient tout le temps en éducation média et aussi parce qu'aujourd'hui, l'environnement, il est fondamentalement numérique. C'est-à-dire que quand on regarde comment les jeunes s'informent, comment est-ce qu'ils consultent l'actualité, comment est-ce qu'ils recherchent de l'information, ça passe par le numérique. Ça, l'ensemble des enquêtes le montre, hein. Donc, nous, on travaille sur une enquête qui s'appelle Génération 2024 et qui tend à montrer qu'en fait, toutes les pratiques quasiment sont de l'ordre du numérique, quoi. On aura l'occasion d'y revenir. Mais sur les réseaux sociaux, qui est le lieu central de la consommation de l'information par les jeunes, et par les de moins en moins jeunes, hein, par ailleurs, tout se mélange, quoi. Il y a vraiment un mélange qui se fait entre qu'est-ce qui est de l'ordre de l'information, du divertissement, du jeu, de l'arnaque. Il y a comme ça toute une série de choses qui font que c'est un peu le rôle de l'école d'amener des pistes et d'amener des repères pour comprendre et faire la différence. Alors, pour différencier le vrai du faux, ça c'est la formule qu'on entend très souvent, mais plus largement, hein, il y a aussi la question des arnaques, il y a la question des rumeurs, il y a toute une série d'éléments comme ça qui doivent être posés. Et donc, le rôle de l'éducation média, c'est d'accompagner les pratiques médiatiques et donc de répondre à la question de la pensée critique, mais sur base de ce que les gens font, très concrètement. Aujourd'hui, les usages sont sur le numérique. Du coup, on doit très clairement s'intéresser à cette question du numérique, des réseaux sociaux, pour amener des repères et des balises par rapport à ça. Justement, si on reprend Dishcomp, on découvre comme compétence évaluer les données, les informations et les contenus numériques. De quoi s'agit-il en quelques mots, cette compétence ? Mais Martin vient déjà de prononcer un mot qui va revenir régulièrement, c'est déjà porter un regard critique sur l'information, apprendre à porter ce regard critique et réflexif sur l'information que l'on reçoit. C'est apprendre alors, je vais dire questionner et évaluer la fiabilité. C'est pas juste l'évaluer, c'est aussi pouvoir avoir des manières de procéder que pour questionner en amont cette information
parce que c'est pas forcément évident et donc il y a plein de clés et donc on va amener les jeunes et les moins jeunes à justement pouvoir avoir une sorte de grille critériée de critères sur lesquels porter leur regard réflexif sur l'information pour pouvoir après l'évaluer et donc pouvoir vérifier cette information et voir si elle est donc d'abord on vérifie si elle est crédible, si elle est plausible et puis on vérifie si elle est juste et donc on va aller là-dessus dans l'approche des informations et c'est aussi apprendre à avoir une sorte de résistance à l'immédiateté par rapport à l'information qui est super importante. En fait, on reçoit quelque chose et on a trop vite tendance à penser que c'est vrai. Et puis quand on prend le recul et qu'on prend cette résistance à l'immédiateté, qui fait d'ailleurs partie des référentiels du tronc commun pour les élèves, mais c'est extrêmement important. Et c'est ça, en fait, apprendre le numérique et l'information à travers le numérique. Merci, on parle ici du cadre européen. Qu'en est-il pour la Belgique? Eh bien, en fait, au niveau, belge, puisqu'il y a des nouveaux référentiels, on va parler d'abord tronc commun, puisqu'il y a ce référentiel du tronc commun qui est arrivé. Il n'y avait rien en Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles en tout cas, il n'y avait rien au niveau d'attendu lié au numérique et donc là, j'ai envie de dire, on s'est enfin emparé de ce DIGCOMP que toute l'Europe, utilisait déjà et c'est, principalement le document français qui a servi de base, à la rédaction des attendus pour le référentiel donc du tronc commun et ce nouveau cours de numérique qui fait un peu peur et qui ne devrait pas, hein, mais voilà, c'est ainsi. Et donc, l'idée, c'est que on a, en tout cas dans l'approche qui a été faite de DIGCOMP, c'est d'y aller progressivement avec justement ce questionnement chez les plus jeunes, en quatrième primaire par exemple, pour aller sur l'évaluation de la fiabilité par la suite, là, plutôt dans le secondaire. Mais donc, il y a une appropriation du cadre de compétences européen pour les attendus au niveau donc, de l'enseignement. Marc-André vient de parler de fake news. Comment comprendre cette notion? Alors si on est en tout cas dans l'attendu tel qu'il est précisé et Martin va développer parce que on est loin d'être sur cette définition qui est très simplifiée. En quatrième primaire, par exemple, un élève doit pouvoir expliquer qu'une fake news, c'est une information délibérément fausse. On sait que ça va beaucoup plus loin, évidemment, et donc on va poursuivre là-dessus. En quatrième primaire, ben, ils vont justement être amenés à questionner et à percevoir cette désinformation qu'est la fake news. Mais la fake news, enfin Martin, c'est beaucoup plus que ça, évidemment. Oui, oui, oui. Donc, nous, en tant que formateurs en éducation média, on s'intéresse vraiment à cette question de l'information, comment est-ce qu'elle est créée. Et évidemment, depuis 5-6 ans, on est vraiment amené à se positionner sur cette question des fake news. Donc, comme Marc l'a dit, en primaire, on va avoir une définition extrêmement carrée et simple qui consiste à dire une fake news, c'est une information délibérément fausse. Dès lors qu'on avance dans les années du primaire et du secondaire, on va un peu complexifier la chose ou du moins amener d'autres notions, d'autres éléments qui vont nous intéresser. Donc premièrement, et c'est généralement ce qu'on recommande en 5e, 6e primaire, voire première secondaire, ça va être de définir c'est quoi une vraie information. C'est quoi le travail journalistique? Qu'est-ce qui fait qu'un article ou une vidéo qui est faite par un journaliste, c'est pas la même chose qu'une vidéo qui est faite par quelqu'un qui prend son smartphone comme ça. Et donc, on va éduquer à c'est quoi l'information? Et pour essayer de poser les bases par rapport à ça, et toujours en rapport avec les usages médiatiques des jeunes, hein, donc ce qu'ils vont voir sur TikTok, ce qu'ils vont voir sur YouTube, etc. Et donc de poser les bases là-dessus. À partir de la 3e et 4e secondaire, on va commencer à s'intéresser aux stratégies de désinformation, à savoir comment est-ce que la fake news cherche à me manipuler, cherche à orienter mon point de vue, et ça passe par plein de portes différentes. La manipulation de l'image, la manipulation du son. Actuellement, tous les enjeux qui sont liés, on y reviendra, aux deepfakes et aux IA qui génèrent des contenus supplémentaires. Mais en attendant, en 3e, 4e secondaire, on va se dire, tiens, finalement, est-ce qu'on ne cherche pas à me manipuler, à m'amener sur une dimension émotionnelle, hein, on y reviendra aussi sur cette notion assez importante, pour en fait amener la question de la fake news comme étant une tentative de manipulation dans ma vision du monde. Et généralement, on considère que 3e, 4e secondaire, on peut commencer à amener ces notions-là. Ensuite, ce qui est préconisé, c'est qu'en 5e et 6e secondaire, donc plutôt enfin, voire même en 7e secondaire dans les sections qui en proposent, c'est s'intéresser à la manière dont on dialogue et au débat. Et en fait, ça, c'est un enjeu qui apparaît de plus en plus présent sur la question dite des fake news. C'est à la limite pas tant la fake news en tant que telle, mais c'est comment est-ce qu'on dialogue, quoi. Comment est-ce qu'on discute, comment est-ce qu'on écoute l'autre aussi,
par rapport à ça, pour lutter contre une des conséquences des fake news, c'est la polarisation des idées et le fait que potentiellement on se monte tous les uns contre les autres et qu'en fait on arrive dans des sociétés clivées. Or, l'idée de l'éducation média, c'est aussi de dire que bon, une fois qu'on comprend un peu comment fonctionne l'information, une fois qu'on comprend un peu comment fonctionne la désinformation et la manipulation, ben, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment est-ce qu'on vit ensemble? C'est là qu'on voit qu'en réalité, la question de la fake news, elle se complexifie énormément par rapport au point de départ qui est de dire, bon, c'est quelque chose de fondamentalement faux. Or, ça amène plein de logiques et plein de sujets assez excitants pour l'éducateur aux médias, quoi. Merci. Comment puis-je efficacement analyser, comparer et évaluer cette information que je suis en train de lire? Quelles sont les méthodes à mettre en place? Alors, au niveau des méthodes et des petits conseils, la première chose, c'est d'identifier ce qu'on appelle des sites de fact-checking, donc qui sont des lieux dans lesquels des journalistes vont recouper l'information. Et en fait, c'est un élément qui a pas mal évolué dans le paysage médiatique depuis ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de médias ont une cellule qu'on appelle de fact-checking, donc de vérification de l'information. Et eux, ce qu'ils font, c'est que ces journalistes-là scrutent les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui circule comme fake news, théorie du complot, rumeurs ou autres, et en proposent ce qu'on appelle des debunkings, donc en gros des vérifications, quoi. Et du coup, si vous allez sur des sites comme AFP Factuel, en Belgique francophone, Faki de la RTBF, vous avez un autre consortium qui s'appelle Edmo Belux, et en fait, vous avez différentes sources comme ça, on pourra éventuellement les mettre en description. Et du coup, c'est déjà un premier lieu où en fait, vous pouvez voir la contre-lecture ou la vérification des faits par rapport à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une manière de faire qui consiste à dire, je vois des choses passer et je me fie aux journalistes qui ont fait leur boulot là-dessus. Deuxième petit conseil, c'est être vigilant sur la dimension émotionnelle. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est un conseil avec qui j'ai pas mal discuté avec un enseignant il y a quelques mois en formation et qui lui me disait, pour choisir les sujets que je travaille avec mes élèves, je prends quand même quelque chose qui les touche un petit peu. Je prends pas une fake news qui est trop lointaine ou trop déconnectée. J'essaye de sonder auprès de mes élèves qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qu'ils ont vu, et après, à partir de là, on tire un peu sur le fil. Mais pas forcément en arrivant en disant c'est vrai, c'est faux. Et le débat s'arrête là, mais plutôt en disant qu'est-ce qui te touche dans cette histoire, comment tu as accédé à cette information, et selon toi, pourquoi est-ce que des gens tiendraient ce parti pris-là et pas un autre, etc., etc., et partir de là pour un petit peu déconstruire les choses. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, Marc en a touché un mot tout à l'heure, c'est se laisser le temps de la réflexion. C'est lutter contre une industrie et contre un environnement médiatique avec toujours plus de contenu, toujours plus d'éléments. Et ça, même les jeunes le disent dans les enquêtes qu'on mène, c'est qu'ils se sentent absolument bombardés d'informations. Et ça, c'est quelque chose contre lequel... Alors, on pourrait être tenté de dire qu'il faut lutter, ou en tout cas un peu prendre ses dispositions par rapport à ça. Et donc, avoir cette petite lutte interne contre l'immédiateté de toutes ces informations, ou alors choisir les sujets, choisir un peu nos batailles, comme on dit, ça va être important, et ça va être probablement d'autant plus important que lorsque les IA génératives vont continuer à évoluer, vont générer encore plus de contenu, encore plus d'attrape-clics, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a la dimension économique derrière tous ces messages qui nous bombardent, etc., quoi. Donc, 3 conseils. Premièrement, avoir quelques sites de fact-checking. Deuxième conseil, la dimension émotionnelle, qu'est-ce qui me touche là-dedans. Et troisième conseil, prendre le temps de la réflexion. Merci Martin. Marc, comment peut-on monter en compétence? Existe-t-il un outil pour se tester? Il y a un outil qui était français. Bon, quand on disait tout à l'heure qu'on s'inspirait de la France, il y a un outil qui était extrêmement bien fait, qui est Pix, qui permet justement de s'évaluer dans ses propres compétences avec des niveaux, d'une progressivité dans ce qui est proposé, et qui a été transposé pour la Belgique, tant pour la Fédération Wallonie-Bruxelles que pour la Flandre, avec une mise en conformité, là je mets des guillemets avec la mise en conformité par rapport à justement ce qui a été imaginé pour le fameux tronc commun. On retrouve les 4 champs qui sont dans l'évolution du tronc commun, plus un qui n'a pas été repris, lui, qui est plutôt tout ce qui est la réflexion sur les problèmes liés au numérique, qui sont plutôt transversaux dans les attendus au niveau du tronc commun, mais évidemment pour le citoyen que l'on est et dans la construction que l'on a, on doit aussi pouvoir réfléchir à ce genre d'initiative. Donc Pix, c'est intéressant, il est gratuit, on peut aller le questionner en ligne, le tester comme on le
le souhaite. Il y a une version un peu plus pro même pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, avec même des sociétés qui peuvent ajuster les différents attendus en fonction de ce que eux souhaitent. Ça, c'est une solution. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, moi je sais par exemple aussi chez nous, c'est que dans les sociétés même, c'est intéressant parfois, c'est de se tester l'un l'autre dans l'envoi de mails, déjà rien que ça. Et donc, envoyer un mail avec un lien qui peut paraître suspect, et juste quand on le fait régulièrement chez nous, on apprend justement à se poser la question, tiens, est-ce que c'est un exercice? Est-ce que c'est réellement une fake news, ou est-ce qu'on peut y aller cliquer? Et voilà, et c'est en s'exerçant que l'on va pouvoir se rendre compte de ça aussi. Donc il y a PX, il y a aussi voilà, toute une procédure qui peut être mise en place dans une société pour y arriver. On évoquait tout à l'heure le fait que les élèves, dès la 3e primaire, allaient apprendre à effectuer une recherche sur Internet. Aujourd'hui, des outils tels que l'IA apparaissent comme des outils où trouver des informations. Comment est-ce envisagé? Depuis 1 an et demi, on parle évidemment beaucoup des IA comme étant un enjeu, notamment sur la recherche d'informations et autres. Il faut aussi commencer par bien comprendre comment fonctionnent ces IA, et c'est d'ailleurs le premier point sur lequel l'éducation média insiste, quoi. C'est de dire, comprenons-nous bien sur ce qu'est une IA et ne pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas, précisément un outil de recherche d'information. C'est là où c'est un petit peu subtil, parce que pour beaucoup de gens ne vont pas forcément se soucier du fait que c'est pas un outil de recherche d'information. Une IA génère du texte, génère des images en fonction d'un corpus de données et va proposer une suite de mots sur ce qui est le plus probable. Alors ça, c'est facile à dire, et probablement que pour beaucoup d'élèves qui vont utiliser ces IA, en fait, si vous demandez à ChatGPT pourquoi Napoléon a perdu à Waterloo, vous allez avoir un texte crédible, indépendamment du fait que c'est pas un outil de recherche d'information, c'est un outil qui va générer une suite probable de mots. Du coup, ça revient un petit peu au même, entre guillemets. C'est là-dessus précisément que ça va jouer dans un premier temps. Du coup, nous, on est assez attentifs sur la question de bien définir ce qu'est l'IA et comment ça se fait qu'on obtient les résultats qui sont obtenus ici. Ça paraît être une première étape par rapport à ça. Et alors, ce qui est très particulier, en tout cas à ce stade, mais c'est toujours compliqué de tenir un discours sur les IA tant ça évolue vite, c'est que les IA ne fournissent pas leurs sources. En tout cas, à ce stade, ChatGPT ne source pas ces textes, ces éléments. Et donc là, il y a quand même un point qui est assez problématique, quoi, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Nous, en tant qu'éducateurs médias, on a beau jeu de souvent ramener la panique morale qu'il y a eu sur les IA ChatGPT à la panique morale qu'il y a eu sur Wikipédia. Wikipédia a quand même cette force de donner ses sources, on peut aller voir d'où ça vient, etc. Donc, ça va être un peu ça l'enjeu, ça va être comment est-ce que l'IA va quelque part ouvrir son algorithme, ou en tout cas ouvrir la manière dont il va chercher l'info ou pas, et comment est-ce que justement on renvoie ça à la fiabilité de l'information. Et à côté de ça, nous, ce qui nous intéresse aussi en tant qu'éducateurs aux médias, ça va être les IA génératives d'images, dans tout ce que ça peut véhiculer éventuellement de stéréotypes. Donc là, on renvoie à des grilles d'analyse assez classiques en éducation média, en critique de l'information, en disant tiens, voilà, la crédibilité, la plausibilité, etc. Maintenant, ce qui va surtout arriver, je pense, c'est que les réseaux sociaux vont être inondés encore davantage de contenu, puisque ça va être de plus en plus simple à en faire. Et donc, ça va un peu remâcher, une fois de plus, cette question du vrai et du faux, etc. Et là-dessus, va vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on va valider le contenu en tant que tel. Et les deepfakes rentrent complètement dans cette logique. Porter un regard réflexif déjà sur les IA, on lisait, mais comprendre déjà comment ça fonctionne, c'est déjà commencer à se poser une des bonnes questions. Et les IA, elles existent depuis toujours, en fait. On parle ici de générateurs de texte ou autre, mais quand je vais en voiture et que j'ai mon GPS qui me guide, c'est de l'IA qui fonctionne là derrière, avec des systèmes, allez, je vais en citer un, c'est WES par exemple, ou par exemple se demander, tiens, pourquoi est-ce que de temps en temps, alors qu'on a deux trajets similaires en durée, il va plutôt me faire prendre un circuit que l'autre? Est-ce que c'est parce qu'il a été programmé pour me faire passer devant un type de magasin qui aurait sponsorisé l'outil ou pas? Alors, je n'ai pas la réponse, je me pose juste des questions, et déjà commencer à se poser des questions, c'est déjà être en réflexion justement, et donc avoir un regard sur les informations que je reçois de ces IA. Justement, par rapport aux sites de fact-checking, peut-être que l'on peut imaginer que dans quelques temps, ces sites-là soient adaptés au fact-checking de vidéos générées par des IA génératives.
Oui, donc le fact-checking que j'évoquais tout à l'heure s'adapte très bien à cette question des IA, hein. Un des exemples très célèbres, ça a été une des photos du pape en doudoune, Donald Trump qui est arrêté sur la voie publique, ou Emmanuel Macron qui se fait arrêter aussi lors d'une manifestation. Tout ça a déjà un petit peu percolé. Maintenant, le suspense par rapport à cette question, c'est est-ce qu'on va avoir droit à des flots et des flots de fausses vidéos qui vont venir corrompre les élections, qui vont venir corrompre vraiment la démocratie en tant que telle. Sauf erreur de ma part, ça n'a pas vraiment été le cas en Belgique pour les élections du 9 juin. Mais bon, qui sait de quoi l'avenir sera fait, quoi. Quels conseils donneriez-vous à des enseignants ou enseignantes qui se lancent dans cette éducation au numérique et aux médias? Alors moi je dirais, en tout cas pour le fondamental, quand on est, et dès le maternel, hein, c'est, amener systématiquement les élèves à se poser les questions. C'est vraiment ça, à se questionner dans les informations que l'on reçoit. Aussi les amener à vivre. On est, dans créer des contenus, qu'ils soient images, textes ou autres, et se rendre compte qu'en fonction, par exemple, ne fût-ce que pour l'image, en fonction de si je veux tenir un discours ou un autre, évidemment que je vais prendre un angle de vue pour la photo qui sera complètement différent, pour comprendre qu'il y a une écriture derrière tout ce que je vois, et que cette écriture, parfois, elle peut être aussi truquée, que pour je reçoive l'information, c'est se rendre compte, par exemple, avec un logiciel tel que Photoshop, qu'il y a moyen de modifier cette réalité, et donc amener les élèves à pouvoir le vivre eux-mêmes pour prendre conscience. Voilà, on apprend jamais aussi bien les choses que quand on les vit concrètement, et je crois que c'est ça dans un premier temps, en tout cas dans les classes, c'est voilà. Et si on s'amusait à détourner la légende d'une photo pour lui faire dire n'importe quoi sur le ton humoristique dans un premier temps, et puis on va se rendre compte que si nous on l'a fait sur le ton humoristique, d'autres pourraient le faire et manipuler des images à d'autres fins, qu'elles soient politiques ou autres. Donc voilà, ce serait plutôt ça. Ne pas hésiter à revenir régulièrement sur la question. Ça ne va pas être des choses qui vont prendre un temps infini, en fait, dans une activité, dans un temps scolaire, mais le fait d'y revenir constamment, régulièrement, va justement inciter les élèves à avoir ce regard réflexif. Alors pour le secondaire, le conseil que je donnerais vraiment aux enseignants, c'est de garder une certaine ouverture d'esprit ou une certaine curiosité par rapport au format médiatique. Aujourd'hui, les plateformes les plus utilisées sont TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, dans des formats qu'on veut courts, qu'on appelle Story, Reels, etc. Mais le truc, c'est que ça va certainement évoluer dans 5-10 ans. Ce seront d'autres choses, ce seront d'autres plateformes, ce seront d'autres formats. Et l'effort à faire lorsqu'on est enseignant de carrière, c'est de garder un œil sur comment ces nouveaux formats évoluent et garder une certaine curiosité par rapport à ce que les jeunes consomment, par rapport à ce qu'ils voient. Parce qu'en réalité, les grilles d'analyse sur la fiabilité de l'info, le vrai, le faux, etc., c'est des grilles qui sont assez communes en fait, hein. On n'a pas forcément révolutionné la chose, mais par contre, ce qui évolue, ce sont les formats, c'est la manière dont ça prend forme, la manière dont c'est consommé, la manière dont c'est partagé. Tout ça, par contre, évolue à une très grande vitesse. Du coup, par rapport à un enseignant qui sortirait des études, quelques années après, je l'inviterais vraiment à garder cette curiosité, à aller voir des TikTok, à quoi ça ressemble, quel est le problème et comment concrètement ces éléments arrivent. Ça permet de démystifier pas mal aussi les usages des jeunes. Donc mon deuxième conseil porterait sur le maintien du dialogue. C'est évidemment en lien avec ce que je disais juste avant sur les formats médiatiques, c'est tenter d'arriver à incarner cette question de la crédibilité de l'info, de la fiabilité de l'info dans des formats que les jeunes connaissent un minimum pour pouvoir bien les accrocher par rapport à ça, mais ça demande un effort là-dessus. Du coup, je ne saurais que conseiller aux enseignants de se former régulièrement sur ces thématiques, parce que ça évolue tellement vite, les usages évoluent tellement vite, et je comprends tout à fait la frustration d'un enseignant qui s'est mis à la page là-dessus et qui 5 ans après doit tout recommencer, doit refaire ses séquences de cours parce qu'il doit trouver d'autres exemples, parce que. Mais en attendant, c'est vraiment comme ça qu'évoluent ces enjeux de fiabilité de l'info. On ne travaille pas de la même manière qu'il y a 20 ans, et dans 10 ans, on ne travaillera pas de la même manière qu'aujourd'hui. Donc le challenge, il est constamment actualisé. Ouais, et il faut vraiment faire attention, c'est justement évoluer, enfin Martin le disait, c'est ne pas considérer qu'il y a le monde de l'école où on apprend des choses et puis il y a cet autre monde où les élèves vivent. On doit préparer les élèves au monde de demain. Et on ne peut pas le faire si on n'est déjà pas dans le monde d'aujourd'hui, et donc se remettre en question continuellement. Enfin, je vois l'intelligence artificielle, par exemple, les référentiels de troncs communs, on en parlait il y a quelques instants, ils n'envisagent l'IA qu'à partir de la 3e secondaire.
parce que ça a été rédigé il y a 3-4 ans. Et quand on voit voilà, où on en est aujourd'hui, je suis certain qu'on devrait réécrire ça. Elle apparaît beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. Et donc forcément que nous aussi, en tant qu'enseignants, en tant qu'apprenants, on doit tenir compte de cette évolution. Si on ne veut de toute façon pas être en décalage, on parle parfois du manque d'attention des élèves. Bah, c'est peut-être tout simplement parce qu'on ne vit pas dans leur monde à l'école. Et donc si on apprenait à vivre dans leur monde en leur donnant les clés importantes pour la vie dans ce monde-là, je pense qu'on aura tout gagné en fait. On a prodigué des conseils aux enseignants, aux enseignantes. Pourrait-on prodiguer également des conseils aux étudiants et aux étudiantes qui aujourd'hui, dans leur cursus, doivent rédiger des TFE, des mémoires, et donc recherchent et analysent une information? Auriez-vous des conseils à leur donner? Déjà recouper les sources, hein, qu'ils ont. Alors attention que c'est pas parce que, plusieurs médias en parlent que c'est vrai, hein, parce que parfois on relaie une information qui est fausse et déjà aussi aller sur les sites, les plus fiables, là où l'information est primaire ou, si je vais, vous retrouver une information sur un réseau social ou sur un blog personnel, il y a moins de chances que ce soit, fiable, par rapport à un site de presse par exemple. Donc déjà s'orienter vers les bonnes sources. Arrêter de croire que, on parlait d'intelligence artificielle, on parlait, de ChatGPT, mais il y en a d'autres, hein. On a l'impression qu'on a nourri de choses qui sont absolument vraies et donc du coup, si ChatGPT va le dire, c'est que c'est vrai. On peut franchement faire dire n'importe quoi à ChatGPT, il va même s'excuser et aller dans votre sens après. Donc, arrêtons de croire que, tout ce qu'on reçoit, a été encodé et donc à nouveau, hein, portons un regard réflexif sur l'information que l'on reçoit. C'est une des premières choses. Ne fût-ce que déjà, enfin, on parlait, c'est des bêtises, hein, mais on dit le lien. On reçoit un mail ou on reçoit un lien. Ne fût-ce que déjà observer l'adresse du lien, regardez vers où il mène et vous allez vous rendre compte qu'il y a une fois sur deux, vaut mieux pas cliquer, vaut pas mal aller chercher l'information parce qu'il y a des chances qu'elle soit fausse, quoi. Oui, tout à fait. Donc, sur un conseil aux étudiants, s'approprier un minimum les contenus. Donc, vraiment essayer de rentrer dans la question parce que copier-coller le contenu de ChatGPT ou d'un autre générateur, en tant qu'évaluateur, en tant qu'enseignant, ça se voit. Du coup, vraiment rentrer dans la question et comme ça a été dit, la recouper, se positionner par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je choisis de mobiliser tel concept, tel auteur, telle notion, en quoi ça va m'aider dans ma recherche, dans le dispositif pédagogique que je veux mettre en place. Tout ça, ça participe au fait de s'approprier les choses. Et là aussi, ça se voit en tant qu'enseignant. On comprend très vite que là, il y avait une vraie réflexion qui s'est faite derrière et ça apparaît assez rapidement dans le texte, ce qui n'apparaît pas du tout quand on prend sur ChatGPT quelques paragraphes, quoi. C'est même assez voyant. C'est cette question de l'immédiateté dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une facilité à avoir quelque chose qui nous permet d'avoir un texte construit dans l'immédiateté sans avoir forcément pris le temps de construire nous-mêmes, d'analyser nous-mêmes. Oui, c'est ça et mais c'est vraiment la clé. Je crois que s'il y avait vraiment un message, c'est, résistons à l'immédiateté. On nous disait, «Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler». Maintenant, c'est, «Tourne, 7 fois ton doigt, devant le petit bouton là pour, cliquer, relayer une information» ou parce que, voilà, il faut vraiment ce temps de la réflexion. Tout à fait. Et peut-être aussi préciser que l'utilisation de ChatGPT n'est pas totalement incompatible avec une perspective critique, par ailleurs. Par exemple, là aussi, aujourd'hui, ChatGPT est très bon pour ce qui est de résumer et de synthétiser des textes. Ça peut être un exercice intéressant à faire à ChatGPT sur certains documents ou certains textes, se dire, tiens, finalement, résume-moi tel ou tel élément, et voir un peu comment est-ce que ChatGPT synthétise les choses. Donc ça peut être un outil intéressant. C'est toujours le poison et l'antidote, quoi. Quelque part, le média, c'est toujours un peu le danger qu'on y voit, et à la fois, il y a une dimension très pertinente, très pratique, potentiellement, quoi. Donc c'est un peu aussi tout l'espoir que nous vend ChatGPT, mais avec déjà une compréhension de ce qu'est cette IA et comment est-ce que je peux l'utiliser de manière pertinente. Pour terminer ce podcast, avez-vous des sites ou des ASBL à conseiller pour toute personne, étudiante ou enseignante, qui chercherait des informations pour aller un petit peu plus loin que cette écoute de podcast? Le site de Média Animation, hein, ça c'est évident. Non, mais sinon, par exemple, il y a un site, un projet qui est né chez Média Animation qui s'appelle Desinfo Éduc, desinfo.éducation, où, par exemple, il y a des analyses de faits, d'informations, de désinformations qui sont là et avec toute une approche justement sur le pourquoi elle a été et même pour les enseignants, comment pouvoir travailler ça avec les élèves. Donc voilà, c'est une des sources, par exemple. Donc desinfo.éducation.
Niveau des ressources, on peut aussi citer le site du Conseil supérieur de l'éducation média, donc qui est l'instance qui fait la promotion de l'éducation média en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a l'avantage d'avoir donc plusieurs types de ressources plus ou moins spécialisées, mais notamment une collection qui s'appelle la collection Repères et qui s'intéresse à des grands enjeux médiatiques. Et donc, c'est des petits carnets qui font 10-12 pages et qui sont vraiment à l'attention du grand public sur les nouveaux enjeux. Quelques numéros en vrac, ça va être les influenceurs, ça va être les jeux vidéo, donc c'est pas que la fiabilité de l'info, c'est l'éducation média au sens large, mais c'est des petits carnets qui sont assez pratiques, et notamment il y a un numéro dans une autre collection qui s'appelle la collection Éclairage, qui est sur ChatGPT et sur le rapport à l'information. Donc le site du Conseil supérieur de l'éducation média, c'est aussi un endroit dans lequel vous allez trouver pas mal d'informations, notamment sur les référentiels et où se trouve l'éducation média dans les référentiels. Et l'avantage, c'est que tout est gratuit et téléchargeable. Donc ça, c'est un vrai plus. Merci Martin Culot, merci Marc-André d'avoir participé à ce podcast consacré aux enjeux liés à l'information et aux données proposé par le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à vous d'avoir exploré avec nous ces enjeux du XXIe siècle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.